Règlements généraux de l'Association des sourds de Lanaudière, Inc. Révision complète, 8 décembre 2021. Page numéro 2. Table des matières. Chapitre 1. Dispositions générales. Chapitre 2. Les membres. Chapitre 3. Assemblée des membres. Chapitre 4. Conseil d'administration. Chapitre 5. Officiers. Chapitre 6. Autres dispositions. Page 3. Chapitre 1. Dispositions générales. Article 1. Nom officiel de l'organisme. Le nom officiel de l'organisme est l'Association des sourds de Lanaudière, Inc. Article 2. Siège social. Le siège social de la corporation est situé au 200 rue de Salaberry, Joliette, J6E 4G1. Article 3. Territoire. Le champ d'action de la corporation correspond à la région de Lanaudière. Article 4. Objets. Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: à des fins purement sociales, charitables, artistiques, sportives et culturelles, et sans intention pécuniaire pour ses membres. Point 1. Favoriser l'intégration des personnes sourdes auprès d'une société majoritairement entendante. Point 2. Combattre l'isolement des personnes sourdes dans une société majoritairement entendante. Point 3. Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou autres biens par voie de souscription publique. Page 4, chapitre 2, les membres. Article 5, catégorie de membres. Il y a 4 catégories de membres. Article 5.1, membres réguliers. Toute personne sourde et malentendante de la région de Lanaudière intéressée à promouvoir les buts de l'association. Les membres réguliers ont droit de parole et de vote. Cependant, seuls les membres réguliers en règle depuis au moins 6 mois pourront être élus au conseil d'administration. Article 5.2. Membres de soutien. Toute personne sourde et malentendante de l'extérieur de la région de Lanaudière, ainsi que les personnes entendantes de toute région qui, de l'avis du conseil d'administration, ont manifesté un intérêt particulier pour l'association. Les membres de soutien ont droit de parole et de vote. Cependant, seuls les membres de soutien en règle depuis au moins 6 mois pourront être élus au conseil d'administration. Article 5.3. Membres associatifs. Toute association de personnes sourdes et malentendantes ou tout autre organisme à but non lucratif de toute région qui, de l'avis du conseil d'administration, ont manifesté un intérêt particulier pour l'association. Les membres de soutien ont droit de parole et de vote. Cependant, un seul représentant par membre associatif a droit de parole et de vote. Et seul ce représentant d'un membre associatif depuis au moins 6 mois pourra être élu au conseil d'administration. Article 5.4. Membres honoraires. Le conseil d'administration, par résolution, peut en tout temps nommer membre honoraire de l'organisme toute personne qui aura rendu service à ce dernier par son travail ou par ses donations,
ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par l'organisme. Les membres honoraires peuvent participer aux activités de l'organisme et assister aux assemblées des membres. Ils n'ont toutefois pas le droit de voter lors des assemblées et ils ne peuvent pas être élus au conseil d'administration. Les membres honoraires ne sont pas tenus de verser des cotisations ou contributions à l'organisme. Article 6. Conditions générales d'admission. Pour devenir membre, il faut avoir 18 ans et plus, payer sa cotisation annuelle, être accepté par le conseil d'administration et remplir les conditions fixées par celui-ci, prendre l'engagement de se soumettre au présent règlement. Article 7. Cotisation. Le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation à être payé par chaque membre avant l'Assemblée générale et doit faire entériner sa décision par l'Assemblée générale. Les membres doivent renouveler leur cotisation à la fin mai, soit à l'Assemblée générale ou bien par courrier s'ils ne peuvent être présents. Page 5, suite du chapitre 2. Les membres. Article 8. Démission. Un membre peut se retirer de la corporation en donnant sa démission par écrit au conseil d'administration. Cette démission prend effet à la date dès la réception. Article 9. Suspension et exclusion. Le conseil d'administration peut, par résolution, radier tout membre qui omet de verser, s'il y a lieu, la cotisation à laquelle il est tenu. Il peut aussi, par résolution, suspendre ou expulser pour une période qu'il détermine, ou encore radier définitivement tout membre qui refuse ou omet de se conformer aux dispositions des présents règlements, qui agit contrairement aux intérêts de l'organisme ou dont la conduite est jugée préjudiciable à l'organisme. Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait d'avoir été accusé ou condamné pour une infraction au code criminel, de critiquer de façon intempestive et répétée l'organisme, de porter des accusations fausses et mensongères à l'endroit de l'organisme, d'enfreindre les lois relatives aux personnes morales ou de manquer à ses obligations d'administrateur. Le conseil d'administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu'il pourra éventuellement déterminer, pour autant que le membre visé soit informé de la nature exacte de l'acte ou de l'omission qu'on lui reproche, qu'il ait l'occasion de se faire entendre sur ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité. La décision du conseil d'administration à cette fin sera finale et sans appel. Page 6, chapitre 3, Assemblée des membres. Article 10. Assemblée générale annuelle, AGA. L'Assemblée annuelle des membres de l'organisation a lieu sur le territoire de l'association à la date que le conseil d'administration fixe chaque année. Cette date devra être située dans les 4 mois qui suivent la fin de l'exercice financier de l'organisation. Toute assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée extraordinaire pour prendre connaissance et disposer de toute affaire dont peut être saisie une assemblée extraordinaire des membres.
Article 11. Assemblée générale extraordinaire, AGE. Les assemblées des membres sont tenues à l'endroit fixé par le conseil d'administration ou par la ou les personnes qui convoquent ces assemblées. Il appartient au président ou au conseil d'administration de convoquer ces assemblées lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de l'organisation. Le Conseil est tenu de convoquer pareille assemblée extraordinaire des membres dans les 10 jours de la réception de la demande écrite à cette fin, spécifiant le but et les objectifs d'une telle assemblée, et signée par au moins le 10e des membres actifs. À défaut par le conseil d'administration de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite. Article 12. Avis de convocation. L'avis de convocation à toute assemblée générale annuelle des membres est adressé à tous les membres qui ont droit d'y assister. Le délai de convocation des assemblées des membres est d'au moins 15 jours calendrier. Toutefois, l'assemblée annuelle peut, par règlement, fixer tout autre mode de convocation. L'avis de convocation d'une assemblée générale extraordinaire devra respecter un délai d'au moins 48 heures et mentionner, en plus de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés. Seuls ceux ou ces sujets pourront être étudiés. L'omission accidentelle de cet avis ou la non-connaissance de cet avis par toute personne n'a pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée. Article 13. Participation à distance par moyens technologiques. À moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les règlements de la corporation, les membres peuvent participer à une assemblée des membres permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence, par Internet et par visioconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à l'assemblée. Un vote peut alors être entièrement tenu par tout moyen de communication permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote lorsqu'un tel vote est demandé. Article 14. Ordre du jour. L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle doit contenir au minimum les sujets suivants. L'acceptation des rapports d'activité et financiers et des procès-verbaux de la dernière Assemblée générale, l'approbation du budget, la nomination d'un vérificateur s'il y a lieu, la ratification des règlements, nouveaux ou modifiés, adoptés par le conseil d'administration depuis la dernière Assemblée générale, l'élection ou la réélection des administrateurs de l'organisme. L'ordre du jour de toute assemblée des membres, annuelle extraordinaire, doit minimalement porter sur les points mentionnés dans l'avis de convocation. L'avis ou la non-connaissance de cet avis par toute personne n'a pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée. Article 15. Quorum aux assemblées des membres. Le quorum est constitué de 20% des membres. Il doit être maintenu durant toute l'assemblée.
Page 7, suite du chapitre 3, Assemblée des membres. Article 16, Président et secrétaire d'Assemblée. Le président ou tout autre officier de l'organisme préside l'Assemblée annuelle et les assemblées extraordinaires ou toute autre personne élue par les membres présents. Le secrétaire de l'organisme ou la personne élue par les membres présents peut agir comme secrétaire des assemblées des membres. Article 17. Vote. À une assemblée des membres, les membres en règle présents ont droit à une voix chacun. Le vote par procuration n'est pas permis, à moins de stipulations contraires dans la loi ou les présents règlements. Toutes les questions soumises à l'Assemblée des membres sont tranchées à la majorité simple, 50% plus 1, des voix validement exprimées. Le vote se prend à main levée, à moins que 3 membres présents réclament le scrutin secret. Dans ce cas, le président d'assemblée nomme 1 ou 2 scrutateurs qui distribuent et recueillent les bulletins de vote, compilent les résultats et les remettent au président de l'assemblée. Lorsque le président de l'assemblée déclare qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité, par une majorité spécifiée ou rejetée, et qu'une entrée est faite à cet effet dans le procès-verbal de l'Assemblée, il s'agit là d'une preuve suffisante de l'adoption ou du rejet de cette résolution, sans qu'il soit nécessaire d'établir le nombre ou la proportion des voix exprimées. Page 8, chapitre 4, Conseil d'administration. Article 18, Nombre d'administrateurs. Les affaires de l'organisme sont administrées par un conseil d'administration composé de 5 membres, dont au moins 3 membres réguliers. Article 19, Éligibilité. Seuls peuvent être administrateurs les personnes âgées de 18 ans et plus, membres réguliers de soutien ou associatifs en règle depuis au moins 6 mois, non interdites par la loi, libérés de faillite, qui ne sont pas employés de la corporation. Les administrateurs sortants de charge sont rééligibles. Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Seules les dépenses autorisées pour l'organisme sont remboursables. Article 20. Durée des fonctions. Tous les administrateurs demeurent en fonction pour 2 ans avec un système d'alternance. L'Assemblée générale élira donc 3 administrateurs les années impaires et 2 les années paires. Ces mandats commencent à la clôture ou à l'ajournement de l'Assemblée à laquelle ils ont été élus et se terminent à la clôture ou à l'ajournement de l'Assemblée à laquelle leurs successeurs sont élus. Article 21. Élection. Les administrateurs sont élus chaque année par les membres au cours de l'Assemblée annuelle et selon la procédure d'élection décrite ci-après. Procédure d'élection. Point A. L'Assemblée nomme un président et un secrétaire d'élection. Point B. Le président d'élection, s'il le juge opportun, pourra demander à l'Assemblée de nommer 1 ou 2 scrutateurs. Point C. Le président explique les procédures d'élection. Point D.
Le président identifie les administrateurs qui demeurent en fonction pour la prochaine année. Point E. L'Assemblée générale propose des candidats issus des membres réguliers pour occuper la fonction à la présidence. Point F. Si un seul candidat accepte d'être mis en candidature à la présidence, il est déclaré élu par acclamation par le président d'élection. Point G. Si plusieurs candidats acceptent d'être mis en candidature à la présidence, un bulletin de votation est remis à chacun des membres habilités à voter. Ceux-ci indiquent le candidat de leur choix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est déclaré élu. Point H. Si aucun membre régulier n'accepte de poser sa candidature à la présidence, le président d'élection appelle la mise en candidature des membres de soutien et procède tel que précédemment en E, F et G. Point I. Pour l'élection des 4 autres administrateurs, dont au moins 2 membres réguliers, l'Assemblée générale propose des candidats issus des membres réguliers de soutien et associatifs. Le président d'élection s'assure du respect du nombre minimum requis de 3 membres réguliers. Point J. Si le nombre de candidats qui acceptent d'être mis en candidature est égal ou inférieur au nombre de postes en élection et que le nombre minimum de 3 membres réguliers est respecté, ils sont déclarés élus par acclamation par le président d'élection. Si le nombre de candidats qui acceptent d'être mis en candidature est supérieur au nombre de postes en élection, un bulletin de votation est remis à chacun des membres habilités à voter. Ceux-ci indiquent les candidats de leur choix selon le nombre de postes en élection. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont déclarés élus. Page 9, suite du chapitre 4. Article 22. Démission. Tout administrateur peut démissionner en faisant parvenir au siège social une lettre de démission. La démission est effective à l'acceptation par le conseil d'administration. Un administrateur peut donner sa démission verbalement lors d'une réunion du conseil d'administration et celle-ci doit être consignée au procès-verbal. Article 23. Poste vacant. S'il y a démission ou vacance au conseil d'administration, celui-ci voit à combler le ou les postes en tenant compte qu'il doit y avoir au moins 3 membres réguliers. Le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur. Dans l'intervalle, les membres du conseil d'administration peuvent continuer à exercer leurs fonctions du moment qu'un quorum subsiste. Si le quorum n'existe plus, par vacance ou désistement, un membre du conseil ou, à défaut, un membre peut exceptionnellement convoquer une assemblée extraordinaire pour procéder aux élections. Article 24. Destitution. Les membres de la corporation peuvent, lors d'une assemblée des membres, destituer un administrateur de la corporation. L'avis de convocation de l'assemblée des membres doit mentionner qu'une telle personne est passible de destitution, ainsi que la principale faute qu'on lui reproche.
Article 25. Fin du mandat par défaut. Le mandat de tout administrateur prendra fin pour les motifs suivants: décès de l'administrateur, absence à 3 assemblées consécutives du conseil d'administration, administrateur interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire ou non libéré d'une faillite, administrateur lié à tout contrat d'emploi avec la corporation. Article 26. Rémunération. Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tels pour leurs services. Par ailleurs, le conseil d'administration peut adopter une résolution visant à rembourser les administrateurs des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions. Article 27. Indemnisation. La corporation peut, par résolution de l'Assemblée générale, indemniser ses administrateurs ou délégués présents ou passés de tous frais et dépenses de quelque nature, qu'ils soient engagés en raison d'une poursuite civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient partis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si ceux-ci ont commis une faute lourde, une grossière négligence ou acte frauduleux. Aux fins de l'acquittement de ces sommes, l'organisme devrait souscrire une assurance au profit de ses administrateurs. Page 10, suite du chapitre 4. Article 28. Assemblée du conseil d'administration. Article 28.1. Date. Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins 6 fois par année. Ils fixent la date des assemblées. Article 28.2. Convocation et lieu. Le président, le secrétaire ou toute personne mandatée à cet effet peut convoquer une assemblée du conseil d'administration. Cet avis peut se faire par la poste, par téléphone, par télécopieur ou autre moyen de communication électronique. L'avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et doit parvenir au moins 7 jours calendriers avant la date de l'assemblée. Lors de circonstances exceptionnelles, le délai de convocation peut être réduit à 48 heures. De plus, si tous les administrateurs y consentent, la réunion suivante peut être tenue sans l'envoi d'un avis de convocation. Les réunions sont normalement tenues au siège social de l'organisme ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil d'administration. Article 28.3. Quorum. Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est fixé à 50% plus 1 des postes. Le quorum doit être maintenu pour toute la durée de l'assemblée. Article 28.4. Président et secrétaire d'assemblée. Les assemblées du conseil d'administration sont présidées par le président de l'organisme ou, à son défaut, par le vice-président. C'est le secrétaire de l'organisme qui agit comme secrétaire des assemblées. À leur défaut, les administrateurs choisissent parmi eux un président et un secrétaire d'assemblée. Article 28.5. Procédure. Le président de l'Assemblée veille au bon déroulement de celle-ci et, en général, conduit les procédures sous tout rapport.
Il soumet au conseil d'administration les propositions sur lesquelles un vote doit être pris. L'ordre du jour de toute assemblée du conseil d'administration est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions. À défaut par le président de l'Assemblée de s'acquitter fidèlement de sa tâche, les administrateurs peuvent à tout moment le remplacer par une autre personne. Article 28.6. Vote. Chaque administrateur a droit à un vote sur toute décision lorsque le présent règlement n'en dispose pas autrement. La majorité simple des voix est suffisante. En cas d'égalité des voix, le président redemande le vote. Si l'égalité persiste, la proposition est rejetée. Article 28.7. Résolution tenant lieu d'assemblée. Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l'organisme, suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier. Article 28.8. Participation à distance. À moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les règlements de la corporation, les administrateurs peuvent participer à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence, par Internet ou visioconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à l'Assemblée. Un vote peut alors être entièrement tenu par tout moyen de communication permettant à la fois de recueillir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote lorsqu'un tel vote est demandé. Page 11, suite du chapitre 4. Article 28.9. Procès-verbaux. Seuls les administrateurs de l'organisation peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration. Article 28.10. Ajournement. Qu'il y ait quorum ou non, une assemblée du conseil d'administration peut être ajournée en tout temps par les présidents de l'assemblée ou par un vote majoritaire des administrateurs présents, et cette assemblée peut être tenue comme ajournée sans qu'il soit nécessaire de la convoquer. Article 29. Pouvoir du conseil d'administration. Le conseil d'administration a notamment les pouvoirs suivants. Administre les affaires de la corporation sous réserve de la loi et des présents règlements. Surveille la mise en pratique des décisions de l'Assemblée générale. Nomme et destitue les officiers. Engage et congédie les employés, détermine leurs tâches et leur rémunération, exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les présents règlements, forme des comités consultatifs ou ad hoc contenant un mandat et un délai précis, composés de personnes ressources, même non membres, et surveille leur travail. Les dits comités devront avoir un administrateur comme membre ou un responsable nommé par le conseil d'administration. Page 12, chapitre 5, Officiers. Article 30.
Officiers de l'organisme. Les officiers de l'organisme sont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, ainsi que tout autre administrateur dont le titre et les fonctions peuvent être déterminés par résolution du conseil d'administration. Une même personne ne peut cumuler plus de 2 postes d'officier. À la suite de l'élection de la présidence et des administrateurs par l'Assemblée des membres, le conseil d'administration doit, à sa première assemblée suivant l'assemblée annuelle des membres, élire ou nommer les officiers de l'organisme, soit un vice-président, un secrétaire, un trésorier. Le 5e administrateur peut être responsable de certains dossiers sans avoir le titre d'officier. Parmi les 4 officiers élus, il est interdit d'avoir entre eux des liens familiaux, époux-épouse, conjoint-conjointe, parents-enfants et fratrie. Article 31. Président. Le président du conseil est en même temps le président de l'association. Il peut être d'office membre de toutes les commissions ou comités créés par l'Assemblée générale ou le conseil d'administration, et il exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre être attribués par le conseil d'administration. Autant que possible, le président doit être un membre régulier, c'est-à-dire une personne sourde ou malentendante de la région de Lanaudière. Dans le cas où aucun membre régulier n'accepte d'assumer la présidence, un membre de soutien ou associatif, sourd ou malentendant, peut l'assumer. Le président doit alors être approuvé par l'Assemblée générale, et ce, chaque année, s'il est élu à plusieurs reprises. Article 32. Vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et pouvoirs et le remplace en cas de vacance ou d'absence. Article 33. Secrétaire. Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administration et rédige tous les procès-verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil d'administration. Il a la garde des archives, des livres des procès-verbaux, du sceau de l'organisme et de tous les autres registres corporatifs. Il est chargé d'envoyer les avis de convocation aux administrateurs et aux membres. Il signe les contrats et les documents pour les engagements de l'organisme avec le président, rédige les rapports requis par diverses lois et la correspondance de l'organisme. L'ensemble ou une partie des pouvoirs du secrétaire peut être délégué par le conseil d'administration à un employé de l'organisme. Cependant, le secrétaire reste toujours responsable. Article 34. Trésorier. Le trésorier a la charge et la surveillance des fonds de l'organisme et de ses livres de comptabilité. Il veille à l'administration financière de l'organisme. Il signe, avec le président, les chèques et autres effets de commerce et il effectue les dépôts. Tout chèque payable à l'organisme doit être déposé au compte de l'organisme. Le trésorier doit laisser examiner les livres et comptes de l'organisme par les administrateurs. Le conseil d'administration peut désigner tout autre membre du conseil pour exercer cette fonction. L'ensemble ou une partie des pouvoirs du trésorier peut être délégué par le conseil d'administration à un employé de l'organisme. Cependant, le trésorier reste toujours responsable. Autant que possible,
Le trésorier doit être un membre régulier de l'association, c'est-à-dire une personne sourde ou malentendante de la région de Lanaudière. Dans le cas où aucun membre régulier n'accepte d'assumer cette fonction, le poste peut être occupé par un membre de soutien ou associatif. Page 13, chapitre 5, suite. Article 35. Certification. Tout document officiel de la corporation peut être certifié conforme par l'un des officiers. Article 36. Durée des fonctions. Chaque officier demeure en fonction pour 1 an. L'officier dont le mandat se termine est rééligible. Article 37. Démission. Tout officier peut démissionner en faisant parvenir au siège social une lettre de démission. La démission est effective à l'acceptation par le conseil d'administration. Article 38. Remplacement au poste vacant. S'il y a démission ou vacance à un ou plusieurs postes d'officiers, le conseil d'administration voit à combler les postes. Article 39. Rémunération. Les officiers ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Toutefois, le conseil d'administration peut adopter une résolution visant à rembourser les officiers pour des dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions d'officier. Page 14, chapitre 6, autres dispositions. Article 40, exercice financier. L'exercice financier commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Les états financiers doivent être préparés et approuvés par le conseil d'administration pour l'année se terminant à cette date et être soumis à l'Assemblée générale annuelle. Article 41. Effets bancaires. 3 personnes sont désignées par le conseil d'administration pour signer les effets bancaires. 2 signatures sur 3 sont obligatoires. Article 42. Contrat. Les contrats, baux, conventions, mandats ou tout autre document autorisé par le conseil d'administration sont signés par les personnes désignées par résolution du conseil d'administration. Article 43. Pouvoir d'emprunt. Le conseil d'administration peut, lorsqu'il le juge opportun, adopter un règlement pour faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation. Article 44. Déclaration judiciaire. Le président ou toute autre personne nommée par le conseil d'administration est autorisé en vertu des présentes à faire au nom de la corporation toute déclaration sur saisie-arrêt, à signer l'affidavit nécessaire aux procédures judiciaires et à répondre à tout interrogatoire sur faits et articles et autres procédures qui pourraient être nécessaires dans un litige concernant la corporation. Article 45. Livres et comptabilité. Le trésorier de la corporation verra à la tenue des livres de comptabilité, lesquels contiendront les fonds reçus et déboursés, la liste des biens, des dettes et des obligations, ainsi que toute autre transaction financière effectuée par la corporation. Ces livres seront déposés au siège social de la corporation et seront disponibles en tout temps aux membres du conseil d'administration. Article 46. Conflit d'intérêts.
Tout administrateur ayant des intérêts directs ou indirects qui mettent en conflit ses intérêts personnels avec ceux de l'organisme doit, sous peine de destitution, dénoncer ses intérêts au conseil d'administration et s'abstenir de siéger et de participer à toute délibération ou décision sur une question portant sur ses intérêts. Article 47. Modification aux règlements généraux. Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition des présents règlements qui sera en vigueur dès son adoption jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. Les amendements apportés au règlement doivent être approuvés par vote à la majorité simple des membres présents à l'Assemblée générale annuelle ou extraordinaire. Article 48. Dissolution. En cas de dissolution de la corporation ou de la liquidation, tous les biens restants après le paiement des dettes seront distribués à des organismes de bienfaisance enregistrés, dirigés par des personnes sourdes. Article 49. Terme. Dans les présents règlements et dans tous les autres que la corporation adoptera par la suite, sauf si le contexte prévoit le contraire, les termes au masculin ou au singulier comprennent le féminin ou le pluriel selon le cas, et vice-versa.